Salut à vous les Potterheads un peu trop curieux. J'imagine que vous connaissez tous l'expression ouvrir la boîte de Pandore. Et j'imagine que vous savez ce que ça implique. Ici, on va ouvrir un autre genre de boîte. Et on va aborder de nombreuses théories en rapport avec la saga Harry Potter. Donc notamment le lien fraternel entre Harry et Hermione, que Harry soit tombé amoureux de Ginny par manipulation, que Patenron puisse être le chat des Potter, un lien familial entre Madame Pince et Severus Rogue, ou le fait que les 4 fondateurs aient tous participé à la construction du château, Ron comme voyageur temporel, que Lockhart soit un semi-Vélan, un métis, ou encore que Rita Skeeter pourrait être l'avatar de J.K. Rowling. On va parler aussi du message codé de Rogue à Harry dans le premier tome. Et enfin, 2 en 1, le fait que Rogue ne soit pas mort, et le fait que Rogue soit un vampire. Et on va voir ici la théorie des théories. Elle va ruiner votre enfance, ruiner votre innocence. Et on va voir que ces théories-là, elles ouvrent la porte à de nombreuses nouvelles hypothèses. L'existence de Horcruxes d'une autre nature, des Horcruxes blancs versus les Horcruxes noirs. Le pourquoi et le comment de la rencontre entre Voldemort et Nagini. On va se poser la question de savoir si Rowena et Helena Serdaigle étaient-elles des vampires. Et parmi d'autres encore, la plus surprenante et inattendue, qui ferait d'Hermione la fille cachée de Rogue et Lily Potter. Donc tout ça, ça s'articule autour de l'idée de l'existence des vampires dans la saga. Et ces vampires, ils sont parfois évoqués, mais toujours laissés dans l'ombre. Leur existence dans la saga n'est jamais explorée en détail. Et ça nous oblige à faire des déductions. Alors déjà, pour récapituler un petit peu, qu'est-ce qui a conduit à penser que Rogue puisse être un vampire? Donc il y a son allure générale, son attitude, ses vêtements, les nombreuses allusions qui sont faites à la chauve-souris, le fait que ce soit un Legilimens puissant, le fait qu'il semble préférer l'obscurité, qu'il fait pas de feu dans sa cheminée, ou Quirrell, dont on suppose très fort qu'il a très peur des vampires, mais au moins autant qu'il a peur de Rogue. Donc cette théorie des théories regroupe plusieurs théories déjà connues, mais surtout elle démarre avec la théorie du Rogue vampire. Et c'est intéressant parce que toutes ces théories éparses dans le temps, elles sont mises en cohérence par la théorie du Rogue vampire. Et ensuite on ouvre encore d'autres plus originales, et surtout elles sont inattendues et surprenantes. On les verra petit à petit. Grosso modo, la thématique du vampire est dispatchée dans l'œuvre de Rowling façon puzzle. Il s'agit d'une véritable chasse aux références, et ce n'est qu'une fois les pièces réunies qu'un long travail s'annonce d'assemblage de ces pièces. Et heureusement, Rowling a mis en place des procédés pour reconnaître un fil rouge quand il y en a un. Et particulièrement son fonctionnement de mise en correspondance en jeu de miroir entre les personnages et les situations. Les vampires. On trouve une idée primordiale aux origines de l'apparition des vampires, qui est celle d'une malédiction. Après, il y a des attributs qu'on donne aux vampires de façon générale. Ils craignent l'argent, ils craignent ou non la lumière du soleil, ils peuvent être immobilisés ou tués en leur transperçant le cœur. Ils ont la capacité de se transformer en brume, la capacité de voler, le don de l'invisibilité, la capacité de se métamorphoser, notamment en chauve-souris ou encore en divers insectes, une capacité de manipulation mentale, d'hypnose, et enfin, ils se nourrissent de sang, mais pas seulement. Ils ont aussi la possibilité de créer d'autres vampires en mélangeant leur sang. Et là, avec ça, on retrouve des thèmes centraux développés dans la saga. Qu'est-ce qu'on retrouve comme élément concordant dans la saga? Donc de nombreuses références à l'argent, le comportement de Rogue, qui évolue d'abord en pleine lumière, selon les souvenirs de la Pancine, puis soudain ne semble apparaître que dans des endroits sombres ou la nuit. Il y a des histoires de cœurs transpercés, percés. On a le vol sous forme de brume, du moins tel que représenté dans les films. L'invisibilité, dont le thème est développé de plusieurs manières, les capacités de métamorphose, la manipulation mentale, là encore développée de différentes façons, le Veritaserum, le mensonge, le secret, et bien sûr l'impérium, le sortilège impardonnable. Et globalement, on a énormément de fils narratifs tournant autour du sang, et très particulièrement l'affaire des sangs purs. Si on veut élargir l'analyse, on peut considérer que le thème du vampire se décline sur 4 axes principaux en littérature, mais aussi en psychanalyse. Les limites entre l'homme et la bête, le désir de la vie éternelle, les frontières entre la vie et la mort, et les limites entre le bien et le mal. Et là, effectivement, ce sont encore bien les thèmes centraux de la saga. Donc toutes les formes de transformation, de métamorphose, d'hybridation sont abordées, de la métamorphomage au polynectar. On a la question de l'immortalité, qui est abordée de façon complexe dans toute la saga, notamment entre la quête de Voldemort et les Horcruxes et la non-mort de Harry. Et ce terme de non-mort étant d'ailleurs employé à l'égard des vampires, ou non-vivants, selon les récits.
Mais encore, on a les esprits qui reviennent visiter Harry via la baguette, on a le miroir du Reset, la réincarnation, avec tous ces personnages voyant Lily en Harry. Le vampire, quant à lui, est immortel, du moins, seules certaines choses peuvent le tuer. Le thème de l'immortalité est donc l'axe central de la saga, et il est développé de plein de façons, sauf une. Étrangement, on ne parle jamais de l'immortalité naturelle des vampires, quand bien même les vampires eux-mêmes sont évoqués. On sait qu'ils existent dans la saga, dans le monde magique. Et là, on peut trouver un parallèle avec les créatures de Luna Lovegood. Est-ce qu'elle est la seule à les voir ? Est-ce que seulement elles existent ? Quant aux limites entre le bien et le mal, on découvre petit à petit que chaque personnage a une part obscure. De Hagrid se saoulant le soir dans sa cabane, à James Potter et son comportement vaniteux. Toutes ces limites sont explorées. Chaque personnage en passe par là et doit faire des choix. Que ce soit Dumbledore et Grindelwald, que ce soit Dudley qui finit par reconnaître que Harry est quelqu'un de bien, ou Slughorn se décidant à parler de Gélusor. La dualité et le choix sont présents en permanence et sont résumés dans une scène lorsque Sirius explique tout cela à Harry. Donc ici, et encore pour une bonne part dans la suite, on va devoir simplement tirer des déductions. Car Rowling ne parle pas directement du vampirisme, sauf rares exceptions, pour signaler leur présence. Tout le jeu de pistes tient donc à mener une enquête plus large sur le thème lui-même et relever les concordances. Mais ne serait-ce que sur les thématiques, sans chercher plus loin, on est déjà en plein dedans. Si on se recentre sur Rogue, une des premières questions que l'on peut se poser est que dans la saga, on ne le mentionne jamais en train de manger, sauf erreur, ou peut-être même boire, parfois. Les vampires ne se nourrissent que de sang. Mais si on pousse encore, Rogue porte bien le titre de prince de sang mêlé. Techniquement, c'est bien de la création d'un vampire par un autre vampire dont on parle. Ils mêlent leur sang. L'initiateur vide de son sang l'initié, puis l'initié boit à son tour le sang de son créateur. Le vampire est une sorte de chaudron à l'intérieur duquel s'opère un processus alchimique et dont il résulte une potion d'immortalité. Ça correspond plutôt bien à la posture de maître des potions de Rogue. Cependant, derrière ça, il y a un processus donc de malédiction, quelque chose de dramatique. Et la relation Rogue-Lily représente cet aspect, de par son amour déçu et impossible, ainsi que la malédiction qui pèse sur le poste de professeur de défense contre les forces du mal, que convoite Rogue sans jamais l'obtenir. Ce type de fonctionnement allégorique est le fil rouge qui va permettre d'autres prises de conscience sur le mystère des vampires au sein de la saga. Donc comme clé de lecture, comme outil de lecture, on part du principe que l'écriture de Rowling se fait par jeu de correspondance. Si on regarde un peu Severus et Lily, ils vivent une situation familiale et sociale plutôt difficile. Ils sont un duo de solitaires, des personnages avec beaucoup de similitudes, mais aussi des complémentarités. Par exemple, symboliquement, Lily est solaire alors que Severus est lunaire. Mais surtout, on peut supposer qu'il enseigne un grand nombre de choses à Lily. Severus a eu pour Lily le même rôle que jouera Hagrid pour Harry. Il est l'initiateur au monde magique, et Lily, naïve, n'a aucun autre référent pour se faire une opinion plus critique de ce monde de la magie. Comme Harry avec Hagrid, on peut supposer qu'elle est en quelque sorte subjuguée par Severus, et qu'il y a un fort transfert affectif. En effet, il lui révèle l'existence du monde de la magie et sa qualité de sorcière. Et un de ces jeux de mise en miroir qui amène des déductions tient au fait que Hagrid ne sache pas mentir. Par analogie, en opposition, on peut attribuer à Severus le don du mensonge, qui nous renvoie au don Legilimens des vampires. Et parmi ces dons naturels du vampire, figure celui de la subjugation, de l'hypnose. On n'a que quelques informations éparses sur l'état des relations Lily-Severus. Il va donc falloir là aussi faire preuve de déduction. Mais elles sont aidées, justement, par cette mise en résonance avec d'autres histoires arrivant à d'autres personnages. Surtout principalement le point clé entre Rogue et Lily et leur dispute lorsqu'ils la traitent de sang de bourbe. Lily, le bien, le mal. Severus a donc initié Lily au monde magique. Admettons qu'accessoirement, il lui ait parlé de l'existence des vampires. Imaginons ces deux préados entamant un jeu sur le mode du « et si ». Et si j'étais un sorcier ? Et si j'étais un vampire ? On peut imaginer que Rogue, en bon serpentard qui se respecte, se soit mis très jeune en quête du secret des vampires. Comme Voldemort, quand il s'est mis à chercher à propos des Horcruxes. Et peut-être, est-ce que c'est ce qui a lié Lily et Rogue, tous deux désireux d'une certaine différence, d'une puissance magique, qui leur permettrait d'échapper à un sentiment d'infériorité et de rejet partagé. Alors comme elle nous est présentée, Lily serait en ce cas uniquement une jeune enfant naïve. L'idée chez elle d'un intérêt obscur nous est difficile à envisager pour Lily, parce qu'on en a une image très pure, virginale. Mais on est chez Rowling. Et chez Rowling, tous les personnages ont une part d'ombre.
Tout comme Sirius, qui a bien connu Lily, ou James. Ces deux-là pouvaient devenir de sales types quand ça les prenait. Pourquoi pas Lily Evans? La quête de la rédemption est aussi un thème fort dans la saga, entre Dumbledore ou RAB par exemple. Lily ne pourrait-elle pas avoir d'abord pris un mauvais chemin, influencée par un jeune vampire ne maîtrisant pas ses dons de légilimens, à l'image d'un Harry causant diverses catastrophes autour de lui lorsqu'il est sous le coup d'émotions puissantes. Puissantes comme l'amour que Severus éprouve pour Lily. Lily qui sera plus tard encensée par Slughorn, le bon Serpentard versus le mauvais Rogue, se trouve alors dans la même situation que Harry lorsqu'il se questionne sur sa réelle nature et le bien fondé de sa répartition à Gryffondor plutôt qu'à Serpentard, alors que beaucoup de choses semblent indiquer qu'il y aurait toute sa place, comme le lui dit dès le premier tome le Choixpeau, alors que Harry ignore encore tout de ce qui le relie à Voldemort. Cette scène nous explique qu'il peut y avoir de bonnes raisons d'aller dans cette maison, que ses valeurs ne sont pas nécessairement négatives. D'une manière ou d'une autre, Lily, n'ayant pas d'autre référent que Severus, n'aurait-elle pas pu s'intéresser à ces histoires d'immortalité et de pouvoir fantastique que conférerait le statut de vampire? Et pour un peu que Pétunia ait eu vent d'un aspect un peu sombre chez Lily et que celle-ci lui ait parlé de l'existence des vampires et de son intérêt pour la question, alors au courant de ce secret, ça peut éclairer d'un autre jour le rejet viscéral de Pétunia vis-à-vis de sa sœur, qu'elle désigne dès lors comme un monstre, là où les autres, ignorant de cet aspect sombre, ne voyaient qu'une merveilleuse petite sorcière. On retrouve là le dilemme de Slughorn vis-à-vis de Jedusor, et le thème des souvenirs manipulés, concernant le mensonge fait sur la mort des parents de Harry. De ce point de vue, la grande peur de Pétunia ne serait donc pas tant liée à l'existence de la magie qu'à celle des vampires. Peut-être qu'elle est terrorisée. Peut-être que c'est à force de regarder par-dessus sa palissade pour guetter un vampire que son cou s'est tellement allongé. Et tout ça, ça recontextualise l'amour que Pétunia porte à Dudley vis-à-vis de celui que porte Lily à Harry. C'est un aspect négatif de la surprotection d'une mère pour son enfant. Également, ça recontextualise comment Pétunia vit l'attaque de Dudley par les détraqueurs. Toute la différence réside donc dans nos actes. Alors que Pétunia se sacrifie de la mauvaise façon pour Dudley, Lily, sa sœur, meurt pour Harry. Et c'est encore ce qu'explique Sirius à Harry sur le choix et le consentement. Ce sont les actes qui nous définissent comme bons ou mauvais. Ainsi, en tenant compte de la naïveté de Lily vis-à-vis du monde magique, car elle n'a pas d'autre référence que Severus, mais aussi de son possible intérêt personnel pour quelque chose d'interdit, Rogue a pu promettre monts et merveilles et l'immortalité à Lily, en lui faisant penser qu'il la transformerait. Et on aborde là un autre thème central et récurrent de la saga, les histoires de pactes mutuels qui lient deux personnes. Encore une fois, on a une référence entre Dumbledore et Grindelwald, qui elle pour le coup semble centrale dans l'histoire des animaux fantastiques. Encore une fois, on a la relation Slughorn et Jedusor. Ce sera notre petit secret. Mais aussi le serment inviolable entre Rogue et Narcissa Malfoy. En poussant la logique, on peut avoir affaire à un pacte mutuel entre Lily et Rogue. Le premier à découvrir le secret transforme l'autre. Ou variante, dès que mes pouvoirs se seront révélés, je te jure solennellement que je te rendrai immortel et doté de pouvoirs inconnus de la plupart des sorciers. Et tout ça est très romantique, particulièrement pour une jeune fille et un jeune garçon de 10 ans, confrontés au merveilleux, l'une du monde magique, l'autre de la découverte d'un amour qu'ils souhaitent éternel. L'arrivée à Poudlard. Toute cette supposition se renforce si par déduction encore on observe le comportement de Lily vis-à-vis de Severus. Déjà, elle va commencer par protéger Severus vis-à-vis de sa sœur. Puis ensuite, à Poudlard, pendant 4 ans, de 71 à 75, elle va constamment le défendre, particulièrement face aux maraudeurs. Alors 4 ans pendant lesquels elle grandit, mais également elle rencontre beaucoup de monde, qui lui donne alors des points de contradiction pour apprendre à situer le bien et le mal dans le monde magique. Et là, ça ouvre plusieurs questions. Lily était-elle par définition du côté de Severus parce qu'elle pensait comme lui? Ou encore, Lily était-elle soumise à Severus par ses éventuels pouvoirs de manipulation mentale de vampire? Ou bien, Lily et Severus étaient-ils liés par un pacte terrible qui ne laissait pas le choix à Lily? La rupture. Ce qui est le point clé évident de leur relation, là où tout change, c'est lors de leur dispute où Severus traite Lily de sang de bourbe. Et ça les affecte énormément tous les deux. Et c'est à partir de là que Lily va passer du côté des maraudeurs, du moins en apparence. Car d'autres questions se posent ensuite, particulièrement à propos du livre de potions du prince de sang mêlé. Dans le contexte vampirique, un vampire serait sans doute à même de préférer à choisir se nourrir entre un sang de bonne qualité, un sang pur,
plutôt qu'un sang de mauvaise qualité, un sang de bourbe. Comme le lui dit Lily, Severus traite tout le monde de sang de bourbe, sauf elle. S'il y a cette promesse de transformation faite à Lily, cela sous-entend qu'il va l'élever à un rang supérieur, mais du point de vue du vampire transformant son initié. L'insulte de Rogue à l'encontre de Lily prend donc une connotation plus large que seulement raciste, au regard d'un pacte vampirique entre eux. Peut-être que si l'un des deux rejette l'autre, en jugeant son sang indigne, cela brise le pacte, et c'est ce qui a tant affecté Lily. Et pourquoi, d'ailleurs, cela l'affecterait-elle à ce point? On peut se dire ceci, si on se réfère à la littérature vampirique. Pour devenir vampire, il faut d'abord mourir pour pouvoir renaître, en buvant du sang. Briser ce pacte implique-t-il la mort de Severus, et implique-t-il sa transformation s'il est, au départ, un vampire non encore révélé, abouti? Severus vient-il de se condamner à mort en brisant le pacte qui le lie à Lily, à l'image du serment inviolable? N'est-ce pas à partir de ce moment-là que Severus change de comportement, voire même qu'il gagne en puissance, une fois revenu à la vie sous forme de vampire? Ce pacte, c'est possiblement aussi la raison pour laquelle Lily a si longtemps rejeté James. Elle était dans son cœur liée à Severus. Mais elle rencontre Potter, et ainsi que globalement d'autres personnes. Elle a appris à distinguer le bien du mal. Et finalement, elle explique à Rogue que tout ce qu'il lui a raconté a pris une autre tournure pour elle. Et donc Rogue la rejette définitivement comme vampire potentiel. On a affaire à cette double hypothèse qui, dans les deux cas, conduit à une rupture qui semble disproportionnée au regard du regret qu'éprouvera définitivement Rogue et qui impliquera tous ses actes futurs. On peut imaginer que c'est la rencontre avec Remus qui peut avoir été un point de bascule chez Lily. James, désireux de se rapprocher de Lily, lui a peut-être avoué la nature de Remus. Ou peut-être Remus se confie-t-il naturellement à elle. Et qui de mieux qu'un loup-garou pour expliquer l'aspect obscur de la malédiction à laquelle il est soumis. Et de là, Lily aura immanquablement fait le rapprochement avec la nature de Severus. C'est sans doute ça la raison des nombreux parallèles qui sont faits dans la saga entre Remus et Rogue. Il y a des oppositions fortes entre eux, non seulement idéologiquement, mais de par leur nature profonde et leur acceptation de celle-ci, à l'image de l'opposition entre Remus et Greyback. De cette façon, Rowling respecte de nombreux genres littéraires qui mettent en opposition directe loup-garou et vampire. Alors le plus connu, inspiré d'un jeu de rôle, étant la série de films Underworld, un film dont la résolution tourne autour de l'existence d'un élu qui regroupe en lui les deux natures opposées du vampire et du lycanthrope, à l'image du fragment d'âme de Voldemort en Harry, créant sa dichotomie interne qui l'amène à se questionner sur sa réelle appartenance au bien ou au mal. Donc suite à ces révélations de Remus, on peut imaginer que Lily ait au contraire cherché à briser ce pacte, ou au moins l'emprise de Severus sur elle, et c'est ce qui aurait conduit à la rupture, à la dispute, et donc c'est ce qui aurait conduit à la mort de Severus. Ici on a deux éléments qui font écho à cette hypothèse. D'une part, le serment inviolable entre Rogue et Narcissa, mais surtout par le fait que ce soit Malfoy qui insulte Hermione avec les mêmes mots. Et ça va placer Hermione en miroir des actions de Lily. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas sur ce qu'a vécu Lily, on va le retrouver à travers ce que vit Hermione. Ces parallèles faits s'ouvre une nouvelle hypothèse, l'enfant maudite. Cette autre hypothèse donc, c'est celle que Hermione ne soit autre que la fille de Rogue et Lily, mais que Rogue, comme James, ait tout ignoré de cette naissance. Lily a caché sa fille du futur mange-mort Rogue, ou au minimum futur mage noir, d'une part, et cherchait à préserver son mariage avec James d'autre part. On peut envisager qu'il n'aurait sans doute pas accepté l'idée d'élever la fille de Severus, son pire ennemi, et il ne devait pas être possible de lui faire croire qu'elle était de lui. Ou tout simplement, c'est Lily qui a rejeté Hermione, née d'un viol. Lily et Severus se disputent en 75. Lily finit sa scolarité en juin 78. En décembre 78, Hermione est conçue, probablement le 24, et on verra plus loin pourquoi cette date. Elle naît le 19 septembre 79. Harry, lui, est conçu en octobre 79, soit un bon mois plus tard. Sachant que la seule information qu'on ait concernant le mariage de Lily et James, c'est qu'il aurait lieu entre juin 78 et l'automne 79, c'est-à-dire septembre-octobre. Sachant tout ce qui relie Harry à Halloween par ce jeu d'allégorie, de transposition, on peut se dire qu'il a été conçu la nuit des morts, le 31 octobre. L'amour pour repousser la mort. Sachant qu'il est ici question de sorciers brillants, Lily et James, avec leur mariage, on peut alors imaginer un acte pratique, rituel, utilitaire. Une naissance contrôlée, celle de Harry, en opposition à la naissance non désirée, imposée d'Hermione. Sachant que dans les contes, on trouve ce type d'histoire, où une femme devra remettre son premier enfant à un ennemi terrible. Dans cet ordre d'idées, la proximité des conceptions et des naissances, et le fait d'avoir dissimulé Hermione, peut être un calcul de Lily pour doubler Rogue.
Il ne pourra pas réclamer légitimement l'enfant Harry, ignorant l'existence d'Hermione, puisque Harry ne sera pas le premier. Par ailleurs, un autre parallèle est fait, car c'est un 31 octobre que Voldemort, suite aux informations de Rogue, tuera James et Lily. Hermione et Harry ont donc 10 mois d'intervalle, presque 11, ce qui leur permet d'être dans la même promotion à Poudlard. Hermione a donc pu naître d'une union ultime et dernière avec Severus, actant la séparation, la fin du pacte. Par extension, on peut se demander si ce mariage avec James, à l'image de la magie ancienne que confère l'amour et qui a sauvé la vie de Harry, n'a pu être acté par Lily avec cette union rapide entre elle et le jeune James, uniquement afin de se protéger du vampire Rogue. Rowling parle aussi beaucoup de la notion de consentement et l'emploi de potions ou de sortilèges pour obtenir l'amour de quelqu'un dans la saga. Et l'idée du viol n'est pas en reste, de Dolores Umbridge à Ariana Dumbledore, même si là aussi ce n'est pas clairement explicite. Toute la question tourne encore autour de l'amour de Harry pour Ginny, car dans ses jeux de miroir, Rowling a induit la possibilité de domination magique, en infligeant à Ron la prise d'un filtre d'amour, à l'image de ce que subira le père de Gédusor. Ginny également a vu son consentement surpassé par le journal Horcrux de Gédusor. Rogue en a-t-il fait autant avec Lily? On a vu qu'il y a plusieurs possibilités, un pacte de type serment inviolable, un pouvoir psy de vampire, maîtrisé ou non, ou pourquoi pas simplement une potion venant d'un maître en la matière. Rappelons aussi que l'analogie du pouvoir parapsy de l'égilimens naturel du vampire est transposée dans la saga dans le sortilège de l'Imperium. Et en 78-79, Severus éprouverait-il le moindre remords à utiliser la magie noire pour assouvir ce désir si puissant qui le hante depuis si longtemps, à savoir posséder Lily? Le fait d'avoir couché avec elle, est-ce une ultime tentative de la récupérer et mener à bien la promesse de vivre à jamais, ensemble, en s'unissant à elle? Était-il dans un état second, à l'image du loup-garou une fois transformé, et n'a-t-il aucun souvenir de ce qu'il a fait subir à Lily, ce qui lui a permis, elle, de cacher sa grossesse à Rogue? Les liens entre Lily et Rogue étaient réellement forts. Du coup, Hermione serait donc bien la sœur de Harry, mais sa demi-sœur, que Lily aurait cachée en la confiant à des moldus, nés de l'emprise d'une magie mentale ressemblant à de l'amour, comme ce sera le cas pour Voldemort.